ma conférence la dernière fois avec ce thème-là. Il faut se rendre compte, par contre, que l'approche de Krieghoff de ce sujet particulier est tout à fait unique. Hein. Il doit à ses origines, en tout cas, disons qu'il est né évidemment en Hollande, mais il a vécu toute sa jeunesse en Allemagne et donc a été très formé par ce climat allemand. Il doit à cette origine, si on veut, une conception tout à fait particulière de ce qu'on pourrait appeler les hommes de la forêt, hein, donc les Indiens, et avec lesquels je suggérais la dernière fois, il pouvait s'identifier. Hein. C'est que pour lui, et donc pour la mentalité allemande en général, on pourrait dire, la forêt a été un lieu où, on pourrait dire, sa nation s'est définie. Hein, parce que c'est là qu'on a découvert qu'une petite nation démunie, peu organisée au point de vue technique, etc., pouvait résister à un très fort empire comme celui des Romains et entraîner donc les légions de ce fameux général romain qui s'appelait Varus, de l'entraîner dans la forêt et donc de lui faire perdre cette fameuse bataille. Et avec le triomphe, en fait, d'un héros qui est encore donc reconnu comme tel, qui s'appelait Hermann, d'où vient le mot germain, si on veut, et d'où la Germanie et l'Allemagne, comme on entend, enfin, on en a le récit dans les historiens latins anciens, comme Tacite, par exemple, qui nous décrit tout ça. Donc, on pourrait dire que pour Krieghoff, et pour donc cette mentalité-là, la forêt n'est pas un lieu d'ensauvagement. C'est l'inverse, c'est l'endroit où on a défini sa nation pour la première fois, et donc ça devient un lieu d'histoire. C'est un lieu qui a créé donc la nation allemande et qui, comme tel, est révéré et pas conçu comme quelque chose de dangereux ou de négatif, au contraire. Et ça, c'est tout à fait particulier à l'Allemagne, et vous ne le retrouvez pas dans le reste de l'Europe. Et vous allez voir que le peintre qu'on va aborder aujourd'hui, Paul Kane, au fond, correspond davantage à l'idée qu'on avait en Europe. C'est-à-dire que la forêt est vue, au contraire, comme quelque chose à effacer, à détruire, pour la remplacer par le jardin. Hein? Ce qui, donc, d'une certaine façon, on construit la nation contre la forêt. Hein? On la fait reculer, on fait du défrichage, on plante au lieu de ces arbres sauvages, etc., on plante des jardins ou des champs, si vous voulez, et avec donc l'agriculture, tout ça, on développe peu à peu les assises économiques nécessaires pour qu'une nation se développe, etc. Donc, dans le reste de l'Europe, on pourrait dire, c'est plutôt cette façon-là. Et si bien qu'à ce moment-là, la forêt est vue comme le lieu de l'ensauvagement. Hein, c'est le lieu où on devient sauvage. Si vous retournez dans la forêt, vous retournez à la sauvagerie. Et donc, c'est vu négativement. Hein. Alors, le personnage dont on va traiter aujourd'hui, vous allez voir, a un peu cette conception-là, qui, comme je vous dis, est beaucoup plus courante que celle qu'on pouvait soupçonner chez Krieghoff à cause de ses origines, ou en fait sa jeunesse allemande, si on veut. Hein. Juste un fait pour situer un peu mon personnage, je vais commencer par ça. Il doit sa vocation, Paul Kane, à une rencontre absolument extraordinaire. Enfin, en 1842-43, il se trouve à Londres, ce qu'il a fait jusqu'alors comme peintre, c'est assez minable. En fait, c'est un portraitiste très, très secondaire. Et qui, au fond, est dans les capitales de l'Europe. Il se promène à Paris, à Londres, un peu partout, pour essayer d'apprendre sa technique davantage, pour revenir donc à Toronto éventuellement, puis devenir un bon portraitiste. Et là, il entend parler d'une exposition faite par un peintre américain qui s'appelle George Catlin, et qui a lieu au Egyptian Hall. Alors, c'est un endroit qui était sur Piccadilly à ce moment-là, donc dans Londres, et une exposition qui représentait en fait que des tableaux avec des Indiens. Et alors, il est curieux, il va voir ça, et là, il est tout à fait bouleversé par cette rencontre. Il rencontre d'ailleurs Catlin lui-même, et il tombe à un moment où Catlin était presque au bout de cette exposition-là. De quoi s'agissait-il? Enfin, il y avait une centaine de tableaux réunis dans ce Egyptian Hall, dans cette espèce de salle.
et qui représentaient donc tous des chefs ou des Amérindiens. Et il avait aussi, comme on faisait à l'époque, fait des tableaux vivants. C'est-à-dire qu'il avait engagé des acteurs, qu'il avait costumés en indien, et ces gens-là se produisaient en scène en faisant des cris et faire peur un peu au public. En tout cas, ça a bien marché pendant quelques mois, mais à un moment donné, les gens ont commencé à trouver ça un peu surfait, j'imagine. En tout cas, surtout, l'exposition était ouverte depuis 1840. Hein, on est en 42, l'hiver 42-43. Donc là, il était un peu au bout de sa course. Et soudain, il entend parler qu'il y a une bande de Ojibwés qui sont en visite à Londres. Et alors, il se précipite sur eux, puis il les engage dans son show. Enfin, venez, vous êtes des vrais Indiens. Au lieu d'avoir des gars en costume, je vais avoir du monde pour vrai sur la scène, puis je vais pouvoir donc relancer un peu mon affaire. Et c'est à ce moment-là, donc, que Kane rencontre le personnage de Kathleen. Je ne sais pas comment est-ce qu'il l'a perçu. Il a dû le percevoir un petit peu en partie comme un homme d'affaires habile, mais aussi comme absolument passionné par ce sujet des Amérindiens, parce que Kathleen avait consacré toute sa vie à ça. Et en 1941, Kathleen avait publié un livre qui s'appelait « Letters and Notes on the Manners, Custom and Condition of the North American Indians », dans lequel il racontait un peu toutes ses aventures, tous ses souvenirs. Et évidemment, Kane s'empare tout de suite de ce livre-là. Et dans la préface, Kathleen définit très bien quel était son motif, si vous voulez. Qu'est-ce qui l'a amené à choisir ce sujet en particulier et à le traiter de la façon dont il l'a fait. Il dit qu'il voulait faire « a literal and graphic delineation of living manners, custom and character of an interesting race of people who are rapidly passing away from the face of the earth. » Alors, je résume, il y a 3 idées là-dedans. Il voulait faire d'abord une délinéation, en fait, c'est un mot très fort là, pour dire, au fond, une peinture qui serait très réaliste, hein, qui pourrait représenter les choses telles qu'elles sont, d'une race. Alors là, vous avez un concept, évidemment, qu'on n'a pas toujours dans l'histoire, mais qui est très fort, au contraire, au 19e siècle, puis encore malheureusement aujourd'hui, mais où on classifie les gens comme ça par leur race. Alors, donc, ils voient les Indiens comme une race, évidemment, les hommes rouges, etc. Toutes ces qualifications-là de peau rouge, etc., qui se rattachent à un caractère physique, si on veut, ou biologique, est une définition, donc, raciale ou éventuellement raciste aussi, des groupes en question. Et finalement, 3e idée, l'idée que ces gens-là sont en train de disparaître rapidement de la face de la Terre, et donc, éventuellement, en sous-entendu, l'idée du progrès. On a, devant le progrès qui est manifeste au 19e siècle, avec toutes les inventions techniques, le chemin de fer qui commence, puis tout ça, la vapeur, et en fait, toutes ces machines-là qui rendent les gens absolument enthousiastes à propos, donc, des possibilités de la technique, et on parle tout le temps du progrès. Alors, par rapport à ça, on dit, ces pauvres gens, cette interesting race of people, ils ont beau être intéressants, they are doomed. Hein, ils sont en train de disparaître complètement. Et donc, Kathleen voit son rôle comme étant presque celui d'un historien, si on veut, c'est-à-dire qu'il doit essayer de noter, avant que ça disparaisse complètement, les traces, en fait, de cette intéressante race de gens, comme il dit. Et quand, à son tour, Kane va publier, enfin, à l'imitation un petit peu de Kathleen, c'est Wandering of an Artist. Enfin, donc, c'est un peu la même idée, c'est-à-dire c'est des souvenirs et une espèce de mémoire qu'il a écrit à partir de tous ses voyages. Et il va aussi définir son projet, enfin exactement à peu près dans les mêmes termes, pas avec les mêmes mots, mais avec les mêmes idées, en disant par exemple que c'était un sujet qui l'avait beaucoup touché même dans son enfance et qu'il avait été habitué à voir des centaines d'Indiens dans ce qu'il appelle la petite Muddy and Dirty York. Alors ça, évidemment, c'est Toronto tel qu'il l'a connu à son enfance et qui était devenu, dit-il, maintenant un bursting city. Enfin, alors là, de York, on était passé à Toronto. Et donc, d'une certaine façon, là, il manifeste un peu cette idée de progrès aussi. Hein? La petite ville boueuse, mal fichue du début, est devenue maintenant une grande capitale économique. Alors, il dit, j'ai donc vu ça. Et lui aussi parle d'une race de gens, puisqu'il dit, il parle de Red Man, hein, l'homme rouge, et donc il définit aussi
façon raciale, qui est en train de disparaître également. Enfin, il y a la même idée. Et il dit, alors là, ça c'est intéressant aussi, il dit que ce qu'il a voulu faire, surtout, c'est de le représenter dans son original state, c'est-à-dire dans son état original. Pas comme des acteurs, comme l'avait représenté un petit peu Kathleen. Enfin, ça, c'est un dessin de Kathleen qui montre justement sa troupe d'emplumés là, qui avait costumé, avec des costumes venant de plusieurs cultures, etc. Enfin, juste pour en mettre plein la vue, au fond, au public londonien qui ne demandait pas mieux que d'avoir peur un peu, pourvu que ça reste sur le stage et qu'ils ne s'en vont pas trop dans la salle. Ça n'a pas trop créé de problème. Alors là, non, lui, il veut, Kane insiste là-dessus, qu'il va vouloir représenter l'Indien dans son original state. Hein? Et ça va impliquer pour lui aussi de faire des voyages, parce que d'une certaine façon, la distance devient un symbole du temps. Hein? Plus vous allez loin, plus vous remontez dans le temps, plus vous voyez des gens qui n'ont pas été influencés par les coutumes blanches et qui risquent donc de représenter davantage cette original state. Hein? Là, ce qui va se passer, par contre, d'un point de vue anthropologique, on va commencer à classer les gens en 3 stages. Hein? Au 19e siècle, évidemment, c'est le siècle de l'histoire. Les gens commencent à comprendre l'évolution de l'humanité en termes de temps. Hein? Et là, on va avancer cette théorie, en fait, qui est courante à l'époque et qu'on trouve encore aujourd'hui, évidemment, qu'on a eu essentiellement 3 stages dans l'humanité. Il y a eu la sauvagerie au départ. Et là, donc, on pense surtout à des peuples qui vivent essentiellement de chasse, de pêche et de cueillette, hein, juste de ce qu'on peut trouver dans la forêt comme tel, sans agriculture ni rien, là, les choses qui poussent telles quelles. Hein. C'est suivi ensuite par la barbarie, hein, 2e étape, et la barbarie, en général, c'est associé à l'invention de l'agriculture. Hein. Là, on commence donc à se sédentariser, à cultiver les champs, on découvre... par exemple, des gens comme Jean-Jacques Rousseau, c'est terrible, on découvre la propriété privée, hein, et on commence à mettre des clôtures, puis on commence à se battre avec ses voisins pour sauver son petit lopin de terre. Et 3e, civilisation, qui est en général liée à l'idée de la ville. Hein. Quand la ville, ou quand le milieu urbain apparaît, alors on peut parler de civilisation. Donc, 3 étapes, sauvagerie, barbarie et civilisation. Mais là, vous avez un paradoxe. Et là, je pense que je vais essayer d'expliquer ça le plus clairement possible, mais c'est vraiment la clé de tout ce qu'on va voir après. Le paradoxe est le suivant. C'est que vous êtes à une époque qui essaie d'assimiler les Indiens à la culture blanche. Hein? Et donc, d'une certaine façon, à les décourager de ce qu'on pourrait appeler leur original state. Là. Tout ce qui est un peu bizarre là, chez eux, on tente de les dissuader de continuer dans cette voie, comme par exemple le nomadisme. Arrêtez de bouger. Fixez-vous quelque part. On va vous faire des réserves. Hein? Puis là, vous allez pouvoir cultiver la terre comme tout le monde. Hein? Les festins. Bon, c'est bien de festoyer, mais vous exagérez, vous en faites trop. T'sais, si vous voulez être comme des Blancs, si vous voulez vous assimiler à nous, il va falloir que vous renonciez à un certain nombre de coutumes. La chasse... disons, ces genres de chasse qu'on faisait à des époques très, très déterminées. On se rendait, par exemple, quand les poissons, ou la pêche, là, quand les phoques arrivent dans le fleuve, on montait là, on faisait la chasse des phoques, puis on revenait ensuite dans les villages. Ça aussi, on va essayer de décourager ça. Hein, parce que d'abord, c'est sur les terrains où les Blancs veulent chasser ou pêcher avec leur saumon. Tu comprends bien? Il faut que les sauvages prennent toute notre saumon, ça va être épouvantable. Alors, donc, on essaie... Dans ce processus d'assimilation, on est en train de leur faire perdre un petit peu tous ces caractères, en fait, qui les distinguaient. Et là, ce qui arrive, c'est que au niveau de l'image récupère ces résidus de l'acculturation. Hein? Ce qui va arriver, c'est que l'image qu'on va se faire de l'Indien à ce moment-là, c'est l'image de ce qu'on lui défend de maintenir dans sa culture. Hein? Et là, on va arriver à une espèce de paradoxe. Vous allez avoir une image qui ne correspond pas à ce qu'il est et qui ne correspond pas non plus à ce qu'il a été. Hein? Puisque, d'une certaine façon, ce qu'on retient dans l'image de l'Indien, c'est simplement les choses qu'on le décourage à maintenir hein, dans ses coutumes. On va, par exemple, beaucoup insister sur le nomadisme dans l'image. Hein? On va choisir plutôt de représenter l'Indien comme un chasseur. Quand il y avait des cultures indiennes, par exemple, qui avaient des systèmes d'horticulture, en fait, ils cultivaient quand même le maïs, les fèves, les courges, en fait, le tabac, en fait, toutes sortes de plantes déjà, qui étaient d'ailleurs spécifiquement américaines d'une certaine façon.
tout cet aspect-là, ce ne sera pas représenté dans les images. Hein. C'est pour ça, par exemple, vous allez voir un des thèmes importants chez Kane, c'est la chasse au bison. Hein? Parce que ça, la chasse au bison, c'est une chasse extraordinaire, très spectaculaire, et surtout, ça affirme ce que j'appelais tout à l'heure la sauvagerie, c'est-à-dire c'est l'aspect le plus originel, le plus vieux, le plus fondamental, en fait, de cette humanité qu'on essaye de représenter. Hein? Alors, le paradoxe, c'est le suivant, c'est qu'au moment où on leur demande l'assimilation, de s'assimiler, et donc d'oublier tous ces aspects un peu particuliers qui les distinguaient de nous, c'est ça qu'on retient dans l'image qui les représente. Hein? Et Kane, dans ce sens-là, est un excellent exemple de ça, vous allez voir. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'image est faite avec une sélection. On choisit certains aspects de la vie des gens qu'on veut représenter et on en ignore d'autres. Hein? Et par ailleurs, c'est une construction aussi, parce qu'évidemment, quand vous êtes au prix des pièces puis des morceaux, puis vous voulez reconstituer une scène un peu croyable, vous avez un problème de reconstruction. Alors donc, mon thème sur le réalisme, quand je réfléchissais à Kane, j'ai dit, ben là, on a un drôle de réaliste, puisque d'une certaine façon, il choisit dans la réalité ce qu'il veut représenter, puis ensuite, il nous fait une reconstruction à sa façon, enfin, de ce qu'il veut nous montrer. Hein. Alors là, je vais appliquer ça maintenant, en fait, cette présentation, si on veut, à des cas particuliers. Tout ce qu'on a besoin de savoir un petit peu au point de vue historique, si on veut, c'est que, essentiellement, Kane a fait 2 séjours en territoire indien, si on veut. Hein. Il part de Toronto, hein, tout le temps. Et les 2 fois, enfin, donc, le premier grand voyage, si on veut, qu'il fait, c'est du 17 juin 1845 au 30 novembre 1845. Donc, on pourrait dire tout l'été, là, puis une bonne partie de l'automne en 1845. Là, il va aller essentiellement, il part de Toronto, il s'en va au lac Simcoe. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu votre carte d'Ontario, à peu près, la rivière Severn, puis aboutit dans la baie Georgienne, hein, donc dans le lac Huron. Et là, il va se tenir surtout dans le nord du lac Huron. Vous avez l'île Manitoulin, là, puis il y a toutes les 30 000 îles, là, les fameuses. Il y en a tellement qu'on a dit 30 000, mais il n'y a personne qui les a comptées, évidemment. Alors là, c'est tous des petits îlots. Alors là, il va se promener là-dedans. Et finalement, il va descendre, il va se rendre jusqu'à Sault-Sainte-Marie. Ensuite, il va descendre vers le lac Michigan, un peu jusqu'à la Fox River, là, la rivière au nord. Là. En tout cas, donc, c'est à peu près la région qu'il va faire. Il va s'en aller seul, avec son canot, comme il dit, ses munitions et son petit pad, là, son petit sketchbook, là, le petit cahier pour prendre des notes. Et il va essentiellement se débrouiller par lui-même. Hein. Il y a un facteur qui va jouer en sa faveur, c'est qu'il y a des fois des réunions, des regroupements d'Indiens importants, soit pour le troc, enfin pour le commerce, ou encore parce que aussi il y a des efforts du gouvernement de sédentariser les populations. Donc, on fait des réunions, on leur donne des présents, etc. Alors donc, il va voir quand même beaucoup de choses. Alors, donc ça va être son premier voyage. L'autre est beaucoup plus ambitieux. Hein. L'autre, il va faire, donc, pendant presque toute l'année 46, il va partir de Toronto encore, mais là, il va accompagner, cette fois-là, les officiers de la compagnie de la baie d'Hudson. Hein. Et il n'aurait pas pu faire ce voyage vers l'ouest comme il l'a fait, parce qu'il s'est rendu jusqu'au Pacifique, hein, s'il n'y avait pas eu, en fait, cet encadrement des voyageurs, en fait, des gens de la compagnie de la baie d'Hudson, en fait, tous ces gens qui s'occupaient du commerce de la fourrure à travers le Canada. Hein. Ça, c'est important à voir parce que quand Kane nous parle de Original State, il est en fait tout le temps dans un contexte dans lequel les Indiens sont en contact avec les Blancs continuellement et depuis très longtemps. Hein. La compagnie de la baie d'Hudson commence au 17e siècle. Alors, donc, tous ces réseaux-là commerciaux sont déjà très bien établis. Et au fond, il n'y en a pas d'original state. Il n'y en a jamais eu, d'une certaine façon, parce qu'il y a toujours eu des contacts avec d'autres populations, etc. Mais il y a ce mythe-là, en fait. Et surtout, comme je vous dis, en fait, c'est une espèce de construction, hein, qui va tenter de faire. Alors là, quand on sait ça, on voit... Je vais vous présenter d'abord quelques exemples de tableaux qui se rattachent au premier voyage, puis ensuite 2 grands exemples qui se rattachent au dernier voyage, parce que là, ce serait trop long et trop compliqué pour entrer beaucoup dans le détail. Mais pour le premier voyage, on a quand même une assez bonne série de tableaux. Ce que Kane voulait faire, évidemment, c'est... il n'a pas fait ces tableaux-là sur place, comme vous comprenez bien. Hein. Ça a été fait en studio, en atelier, après, au retour. Et il y avait l'idée d'en faire une centaine.
Il a demandé au gouvernement fédéral du temps de l'aider financièrement pour ça. Ça n'a pas été voté, c'est en chambre. Un artiste qui demande avant de faire les tableaux. Alors là, ils en ont acheté 12, vois-tu, puis ils ont donné un petit peu d'avance. Là, et ça a pris du temps. Kane a tergiversé avec cette commande-là, si bien qu'à un moment donné, il y a eu des poursuites judiciaires. Il est obligé de les finir, ces fichus tableaux. Alors, il y a une douzaine de tableaux qui ont abouti au Parlement. Bon. Mais lui, ce qu'il rêvait de faire, c'était un peu comme Kathleen, c'est-à-dire une centaine de tableaux qui auraient représenté donc toutes sortes d'aspects différents de la vie des Indiens qu'il a rencontrés. Et là, garder ça ensemble, enfin, d'en faire une collection, si on veut. Et là, finalement, de l'avoir aboutir quelque part, soit au Parlement ou plus tard, quand on aurait un musée, enfin, quelque chose comme ça. Hein. C'est en partie ce qui est arrivé. Il y a un M. George Hallen qui a acheté toute la série des tableaux et qui les exposait dans son espèce de maison, en fait, très luxueuse là, de Toronto. Et finalement, ça a abouti, comme vous savez, au Royal Ontario Museum en Ontario, à Toronto, hein, le ROM. C'est là où ils sont. Alors, comme je vous disais, le premier séjour de Kane l'amène donc dans une région qui est située donc au nord du lac Huron. Et là, enfin, il nous présente donc ce qu'il appelle un campement sur le lac Huron, un campement indien sur les bords du lac Huron, et un tableau, en fait, qu'on date de 1845. Mais attention, toutes les dates de Kane sont pas vraiment les dates du tableau. C'est les dates de l'événement, c'est les dates quand il a voulu faire le tableau. Hein. Et là, évidemment, à première vue, on ne voit pas très, très bien, disons, quels sont les Indiens qui sont représentés là, quel groupe. Il y a beaucoup de groupes là, dans cette région-là. Ça peut être des Outaouais, ça peut être des Ojibwés, ça peut être en fait, toutes sortes de tribus qui se trouvent dans cette région-là. Et on a l'impression, d'ailleurs, que ce n'est pas très important pour lui. C'est une façon un peu très, très générale. Et là, je veux mettre en parallèle, parce que je veux vous montrer cette façon de construire le tableau, des esquisses qui ont été faites au cours du voyage. Hein? Ça a été fait en studio après coup. Mais ça, ces petits dessins-là que vous voyez à droite ont été faits, au contraire, peut-être sur place et sur le voyage. Et là, ce qui est frappant dans les esquisses, bon, on sent bien qu'il y a une espèce de rapport, enfin, avec le tableau fini, mais c'est qu'il n'y a pas de personnage. Hein? Et c'est comme si c'était une espèce de camp abandonné dans lequel il ne resterait plus personne. Et en plus, ce qui l'intéresse, évidemment, c'est toujours les artefacts, c'est-à-dire les choses stables, les choses qui ne bougent pas, et qui peut représenter à loisir, enfin, avec ce dessin très, très précis qu'il pouvait faire. Et ces dessins-là ont appartenu à Mme Kane pendant très longtemps, qui l'a transmis à sa famille, et ça a fini par être acheté par un monsieur Stark qui vit à Orange, au Texas. Et ce qui explique donc que les dessins de Kane ne sont pas avec ses tableaux, sont rendus maintenant au Texas. Ça a été acheté en 1961, donc relativement récemment. Et après avoir resté longtemps dans la famille, apparemment, Mme Kane gardait ça dans une petite boîte, puis les montrait de temps en temps aux visiteurs comme ça, puis à un moment donné, la famille s'en est débarrassée. Mais en tout cas, de toute façon, ça, c'est pour la petite histoire des tableaux. Mais si on veut, ce qui est intéressant, c'est de faire cette confrontation-là. Là, pour le moment, on ne voit pas, j'essaie de voir des détails dans le tableau. Je ne pense pas que ce croquis en particulier a été utilisé. Mais regardez celui-là, par exemple, où là, on trouve le canot qui est là, hein, qu'on trouve ici au premier plan, hein, et qu'on trouve là. Et là, ben, les tentes ressemblent un peu plus, en tout cas à ces deux-là, qu'il nous décrit évidemment dans ses Wandering of an Artist. Hein. Disons, pour commenter les tableaux de Kane, c'est intéressant parce que vous avez à la fois donc ses tableaux, ses esquisses et aussi son texte, hein, dans lequel... Mais il faut bien penser que le texte est aussi construit que les tableaux. Il ne faudrait pas penser que dans le texte, il nous donne la vérité, puis que dans les tableaux, il fait une construction. Hein. Une des preuves que le texte est construit, c'est qu'on a redécouvert les manuscrits de Kane. Et ils sont écrits d'une façon avec un orthographe qui ferait envie à toutes les classes du secondaire ici au Québec. Hein. C'est quelque chose d'effrayant. C'est une inventivité extraordinaire. Et, alors que le texte, évidemment, publié, lui est en parfait anglais, il n'y a pas de problème, ça se lit très, très bien. Mais ces notes manuscrites à lui sont écrites dans un orthographe incroyable. Et là, et c'est donc dire qu'il y a eu un filtrage. Là. Il y a eu quelqu'un qui a repris ça, qui a arrangé ça pour la publication. Hein. L'éditeur s'en est mêlé. Hein. Et donc, on a affaire non pas à un livre d'un auteur, mais à un livre de comité.
hein, écrit par un petit groupe. Là. Alors, donc, ça aussi, il faut faire attention. Ça veut dire, donc, même au niveau de l'écrit, on pourra avoir une... Et là, il décrit évidemment un peu la scène qu'on voit dans le tableau, enfin, en disant, j'ai voulu représenter ici un campement tout à fait typique des Indiens du nord du lac Huron, avec, alors il décrit en détail le genre de maison qui est là. Et souvent, d'ailleurs, les Indiens ont deux types de maisons. Hein. Il y a une maison comme celle-là, qui est temporaire et qui est liée au territoire de chasse. Enfin, vous allez dans un territoire de chasse, vous n'installez pas, comme au fond on le fait aussi. On dit, tiens, un camp de chasse, c'est pas ma maison à Westmount, hein, c'est autre chose. Alors là, un petit camp, là, bon, c'est organisé plus ou moins. Alors c'est un peu la même chose, là, et c'est des maisons donc mobiles qu'on peut défaire, puis qu'on peut partir. Mais comme ça représente le nomadisme et que ça représente un côté plus sauvage que les aspects plus stables des villages, c'est ça qu'on choisit de représenter. Vous comprenez? Ça, c'est une première sélection, premier choix. On représente toujours les maisons les plus fragiles, les plus temporaires, les plus mobiles aussi, parce qu'on va insister sur ce côté-là, au moment même où on fixe les Indiens dans les réserves. Hein? C'est ça qui est le paradoxe, évidemment, c'est qu'au moment où on leur demande de s'assimiler, dans l'image, ce qu'on retient, c'est le côté qui n'a pas été... qu'on pourrait appeler les résidus de l'acculturation. Ce qui reste, là, ce qu'on n'arrive pas à enlever complètement. Et après, il signale aussi, alors que les Indiens donc, cultivent le maïs, alors ça c'est intéressant, il le dit dans son texte, vous allez voir, il y a une petite allusion à ça dans le tableau qui est ici, où on voit une femme en train de moudre les grains de maïs dans une espèce de mortier. Mais avant ça, je vais vous montrer finalement une page d'un carnet. Bien là, vous allez me dire, montrer, on ne voit pas grand-chose, mais vous êtes obligé presque de me croire sur parole. Mais dans lequel, là, je pense au contraire qu'on est très près du sujet de son tableau. T'sais, ici, sur la gauche, enfin, je ne sais pas si j'arrive on a un groupe de gens autour d'une marmite, là. C'est les gens qui sont ici, ça. Tu vois, c'est ceux qui sont en train, donc, de préparer un repas. Ensuite, on a la petite dame là, qui est en train de faire de moudre le maïs, là, ici au centre. Et finalement, on a un personnage mollement étendu qui s'appelle, si j'ai bien lu au-dessus, le Big Chief, hein? le grand chef qui est là, qui ne fait rien, évidemment, qui est assis tranquille, et qu'on retrouve ici, hein, dans le tableau. Je ne sais pas si vous voyez, là. Bon. Là, cette opposition-là entre l'homme fainéant, assis au sol, comme ça, puis la femme qui travaille, ça vous dit peut-être quelque chose, ça. On a déjà entendu parler de ça. Mais c'est un très vieux stéréotype aussi sur les Indiens. Vous l'avez déjà dans Champlain, la Cartier, toujours cette idée, la femme indienne travaille tout le temps, puis l'homme indien ne fait rien, lui. Et il est, c'est un chasseur, c'est un pêcheur, mais ça, la chasse, la pêche, c'est du sport, ça, hein, c'est pas bien important. Alors, les gars sont toujours en train de chasser puis de pêcher, puis les femmes, eux autres, font le travail. Hein. Ça, c'est une espèce de stéréotypie qu'on a, je vous dis, depuis très longtemps. On le retrouve donc chez les auteurs français anciens, et on le retrouve ici aussi. Et même dans le croquis, en fait, ce qui l'a frappé, c'est justement ce chef qui fait rien et les femmes qui travaillent. Et d'ailleurs, autour ici de la cuisine, c'est également des femmes qui sont en train de travailler. Mais aussi, c'est des stéréotypes qu'on retrouve dans notre culture aussi. Hein? C'est un peu on peut les retrouver aussi. Alors, il y a un aspect projectif là-dedans aussi. On voit la réalité de l'autre à travers son filtre, à travers ses propres valeurs, à travers sa façon de concevoir les choses. Hein? Alors là, on voit donc, ça ici, il s'agit d'un petit carnet. C'est grand comme ça, cette affaire-là. Hein? C'est vraiment un petit carnet de notes qui a pris très rapidement sur place. Et là, les personnages sont minuscules. Là, il peut les dessiner très rapidement. Alors que les dessins un peu plus élaborés, c'est en général, comme je vous disais, des artefacts, des choses qui sont simples et qui ne bougent pas. Hein? Alors là, vous avez un bon exemple à la fois de sélection et de construction. Hein? Comment est-ce que l'image est faite? C'est-à-dire qu'on a choisi des aspects, le nomadisme en particulier, d'où les canaux, évidemment, au premier plan, sont très importants. Là. Il s'agit de montrer que ces gens-là sont en déplacement tout le temps. Hein? Les maisons aussi temporaires, si on veut. Et finalement, la division des tâches entre les sexes, ça aussi, c'est tout à fait souligné. Hein? Deuxième tableau fait dans cette même période-là, si on veut, avec le même type de matériel, c'est un tableau qu'il a intitulé « On Spider Island ».
Alors aussi, là, il dit Ojibwe Camp, Spider Island, Georgian Bay. Alors, on est toujours dans la baie georgienne, donc tout à fait dans le nord du lac Huron, près de l'île Manitoulin, là. Et donc, là, il a trouvé des Ojibwe. Les Ojibwe sont là, sur le bord du lac Huron, jusque dans le nord, jusque plus au nord. Évidemment, vous avez les Cris, là. Mais disons que c'est une immense nation, une immense population qui est là. Et là, Spiders Islands, il y en a plusieurs de ces petites îles-là. Alors, il a arrêté sur une. Et là aussi, on a le croquis préparatoire. Vous allez voir que c'est très semblable. Enfin, on voit qu'il s'est beaucoup intéressé à ces grands arbres qui sont là. Hein? Et là, alors là, c'est intéressant de voir aussi les différences. Si vous regardez la tente qui est là, et si vous la comparez avec celle-là, vous allez voir que les Indiens de son dessin avaient une tente en toile, les autres. Hein, qu'il avait dû acheter à Toronto, comme tout le monde. Hein? Et là, évidemment, ça ne marche pas dans la vision du original state. Alors, on remplace ça par une espèce de tente faite de bouts d'écorce de bouleau, etc., enfin, qui est plus ou moins bien installée. Là non plus, il n'y a pas de personnage. Et ici, vous avez vos deux groupes. Vous avez une femme avec des enfants ici. Et vous avez nos pêcheurs là, qui ont du fun là, dans le lac. Là, ils sont deux là, dans un canot en train de pêcher. Ça, c'est les hommes, évidemment. Et les femmes à la maison avec la marmaille. Hein. Ça aussi, ça sonne un peu familier. Hein? C'est des choses qu'on a déjà entendues aussi. La femme au foyer et l'homme au sport. Hein? L'homme travaille, va à la pêche, lui. Bon. Alors là aussi, vous avez cette espèce d'opposition-là qui revient ici, alors qu'on sent très bien que sur la base factuelle, enfin, qui est un peu reflétée dans le dessin, vous avez donc, d'une part, le fait que ces Indiens-là sont en train de se moderniser, et très vite, d'ailleurs, ça ne prend pas beaucoup de génie pour comprendre qu'une tente en toile qu'on peut rouler, ça prend moins d'espace, c'est moins compliqué, ça ne détruit pas les bouleaux dans la forêt, etc. C'est mieux. Et aussi, un autre phénomène qui va être très vite assimilé, c'est tout ce qui est en métal. Hein? Très, très vite, les populations qui ne connaissaient pas le métal vont comprendre l'utilité de ça. Tu sais, par exemple, je ne sais pas si vous vous êtes déjà demandé, comment est-ce que vous cuisez votre soupe avec l'écorce de bouleau, hein? Avec un plat en écorce de bouleau. Vous ne pouvez pas le mettre sur le feu. Alors, c'est compliqué. Il faut faire chauffer des pierres, puis jeter ça dedans, puis... Alors, c'est un processus qui est long et qui est compliqué. Quand vous avez tout d'un coup une marmite en fer, bon, tout de suite, l'écorce de bouleau, hein, c'est beaucoup mieux, ça. Et alors, donc, ça ne prend pas beaucoup de temps que ces aspects-là de la culture européenne, disons, vont être assimilés par les Indiens. Il va y avoir des échanges, ils vont vouloir avoir ces choses-là, comme des couteaux qui coupent bien, etc., des haches, etc. Tout ça va se faire même avant même qu'il y ait beaucoup de contact physique entre les gens. Ces objets-là vont se déplacer à travers tout le territoire canadien et américain très, très rapidement. Hein? Alors là, mais ça ne correspond pas à l'original state, évidemment. Hein? Alors donc, c'est enlevé. Là, la sélection fait qu'on ne veut pas montrer ces aspects-là d'assimilation. On veut toujours garder de l'Indien l'image de ce qu'il n'a pas été vraiment et de ce qu'il n'est pas non plus aujourd'hui. Hein? Et alors donc, c'est toujours ce paradoxe, ça fait qu'on voit d'une image à l'autre. À un moment donné, alors Kane, jusque-là, donc d'une certaine façon, il n'y a pas de personnage. Là, je vous en montre au contraire un exemple. Bon, il nous donne son nom, c'est très compliqué. Là, ils écrivent ça au son un petit peu Shawana Sowe, bon, qui est dit-il, un chaman, enfin, il ne l'appelle pas comme ça, il appelle ça seer, sorcerer, un sorcier, en fait. Hein? Et d'ailleurs, c'est des mots très chargés, ça, dans notre culture, ça, c'est tout à fait... C'est mieux de parler de chaman, en fait. Hein? Alors, donc, c'est un chaman Ojibwe qu'il rencontre, alors, dans des circonstances tout à fait particulières. C'est-à-dire que ce qui arrive, c'est que le gouvernement canadien, à l'île Manitoulin, est en train d'essayer de fixer les populations, là, et leur truc, c'est de faire des grandes réunions et de distribuer des présents. Hein? On donne toutes sortes de choses aux Indiens. Alors donc, ils viennent en grand nombre, ils viennent de tous les coins de la région, et ils sont intéressés évidemment par ce qu'on leur offre. Et là, ça veut dire que vous aviez aussi sur place donc une espèce de concentration de gens de toute nation, etc. Et pour Kane, évidemment, c'est une opportunité extraordinaire parce qu'il se dit, là, je vais pouvoir faire les portraits de plusieurs chefs et de plusieurs Indiens importants comme ça, puisqu'ils sont réunis là. Et l'autre chose aussi qui joue, c'est que
il y a des interprètes là, hein, puisque les représentants du gouvernement sont là. Et donc, on peut échanger quelques phrases avec les Indiens. Parce que bien sûr que Kane ne connaît absolument pas leur langue et n'a aucune idée de ce qu'ils sont en train de raconter. Il apprend que ce bonhomme-là en particulier est un chef, est un chaman important. Et enfin, on lui dit qu'il a des pouvoirs surnaturels extraordinaires. Et là, alors ça, c'est une espèce de cruauté de blanc. Il décide de le mettre à l'épreuve. Hein? Il lui dit, mais je viens de perdre des choses dans ma tente là, récemment, et est-ce que tu pourrais les faire apparaître? Et là, le chaman en question fait preuve d'intelligence, vraiment de finesse. Il lui explique, alors je lis le texte de Kane, vous allez voir ça, je vous lis ça en anglais, mais c'est facile à comprendre. Il dit, « His power was of no avail wherever the pale faces were concerned. Hein? Mon pouvoir ne marche pas sur les visages pâles. Hein? Avec raison d'ailleurs, parce qu'avec une attitude comme Kane avait, c'était pas la peine de... And notwithstanding my offer of a very liberal remuneration, il a essayé de le soudoyer, de le payer, évidemment, il dit, I could not prevail upon him to put his incantation into practice. Hein, je ne pouvais pas l'obliger à mettre ses incantations en pratique. Ça, évidemment, c'est un des secteurs sur lesquels l'assimilation est très sévère. Toute manifestation de religion ou de pouvoir surnaturel réclamé par les Indiens, c'est une des choses qu'on leur demande d'abandonner. Hein? Et là, on voit, dans l'attitude de Kane, c'est exactement ça qu'il essaie de jouer. Il essaie de le mettre en contradiction. L'autre est plus fin que lui. Évidemment, il dit qu'avec les visages pâles, ça ne marche pas, mon affaire. Je n'ai pas besoin de vous. Mais là, on voit très bien, c'est un des secteurs importants, ça. Tout ce qui serait et c'est pour ça que d'ailleurs, vous avez des missionnaires, vous avez des gens qui essayent de les convertir, puis de les ramener à la religion catholique ou protestante, selon les régions. Hein. Ça, c'est un des points où l'assimilation est très, très exigeante. Hein. Et c'est aussi éventuellement donc un point qu'on va retrouver dans l'iconographie. Hein. Les portraits de chamans, il y en a beaucoup, à la fois chez Kathleen, à la fois chez Kane. Ils deviennent exotiques, si on veut. Ça fait partie de l'image de l'Indien qui résiste à l'acculturation. Mais en même temps, c'est la suggestion que ce type de personnages-là, vous ne les reverrez plus. Ils sont en train d'être assimilés. On va les convertir, on va finir par les assimiler à notre religion, etc. C'est une question de temps. D'autant plus qu'ils ne sont même pas capables de prouver ce qu'ils prétendent, etc. D'en faire avec le petit test qu'ils lui donnent. Hein. Ce que Kane n'avait pas compris, c'est que ah oui, il raconte toute une histoire à propos de ce personnage-là, qu'il aurait été un grand guerrier, puis que à cause d'une peine d'amour, il aurait abandonné la guerre, puis il serait devenu chaman au lieu. Mais ça, c'est pas possible parce que le chamanisme, vous improvisez pas chaman. C'est pas une chose pas une profession qu'on peut choisir comme ça. On est ou bien prédestiné à l'aide par la famille, comme vous naissez, vous êtes offert à la naissance comme tel, ou alors vous passez par plusieurs épreuves. Et là, d'ailleurs, dans la société médicale dans laquelle ce bonhomme-là dont il faisait partie, il y avait des degrés comme ça. Il y avait quatre degrés ou disons, on pourrait dire que le personnage devient de plus en plus puissant et surnaturel, enfin, a des pouvoirs spirituels de plus en plus grands. Et alors là, évidemment, ça échappe complètement à Kane. On devine ça maintenant, évidemment, à travers des études anthropologiques, mais on voit qu'ils ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde. Hein? C'est tout à fait d'autres. Finalement, pour présenter ce premier voyage, j'avais un tableau, alors qui est au contraire situé cette fois-là à Sault-Sainte-Marie. Sault-Sainte-Marie, c'est vraiment la fin de la civilisation. C'est le début du territoire de la baie du Thon, là, de la compagnie de la baie du Thon. Hein. À partir de là, en allant vers l'ouest, là, on est dans la sauvagerie totale. Hein. Et donc, d'une certaine façon, ça marque le point ultime en fait, de la population blanche, si on veut. Et pour les Indiens, c'est un endroit merveilleux de pêche parce que, à cause des chutes, etc., puis le contact avec le lac Michigan, il y a beaucoup de poissons dans ce coin-là. Donc, il y a beaucoup de concentration indienne aussi à Sault-Sainte-Marie. Pour Kane, il y a un événement important qui va se passer là. Il va rencontrer un officier de la compagnie de la baie du Thon qui s'appelle Ballantyne, d'après lui, mais enfin, on sait que c'est Ballenden, en tout peu importe. Dans son journal, il l'appelle Ballantyne.
et qui va le dissuader de poursuivre son voyage vers l'Ouest sans la protection de la Compagnie de la baie d'Hudson. Hein? Et donc, le deuxième voyage est décidé plus ou moins à ce moment-là. Kane comprend qu'il ne pourrait pas continuer comme ça tout seul avec son canot puis son fusil puis à parler avec les gens autour de lui, parce que là, au-delà de Sault-Sainte-Marie, les choses deviennent beaucoup plus compliquées, beaucoup plus difficiles, et si vous n'êtes pas encadré par le groupe de la Compagnie de la baie d'Hudson, vous risquez de vous perdre puis vous risquez d'aboutir à rien. Hein? Alors, c'est ce Ballantyne qui le convainc de ça à ce moment-là. Donc, on pourrait dire que c'est un... Et là, comment est-ce qu'il va procéder? Évidemment, le grand directeur de la Compagnie de la baie d'Hudson, c'est Sir Simpson, en tout cas, qui est un Écossais, qui est venu s'installer ici au Canada et qui a très vite monté, en fait, dans la hiérarchie. Puis là, il est devenu un peu comme le roi, en fait, de tout le Canada, d'une certaine façon. C'est la grosse compagnie de fourrure canadienne et qui, donc, a un territoire qui s'étend, donc, non seulement jusqu'au Pacifique, mais aussi à l'Oregon. Hein. On oublie qu'une partie des États-Unis sont encore sous le contrôle de la Compagnie de la baie d'Hudson, à l'époque de Kane, en particulier. Ce qui va expliquer, d'ailleurs, qu'il va se rendre jusque-là. Il va se promener en Oregon aussi pour faire certains de ses dessins et sur la côte ouest. Hein. Alors, donc, c'est un peu à cet endroit-là que ça se passe. Là, vous avez, ici aussi, on peut faire la comparaison avec les dessins. Tu sais, on retrouve à peu près l'opposition entre, dans le dessin, en tout cas, entre cette espèce de forme de cabane ici, qu'on retrouve ici aussi, puis il y en a mis une autre ici à l'arrière-plan qu'on ne retrouve pas dans le dessin. Et évidemment, toujours la même chose, il n'y a pas de personnages dans le dessin. On les retrouve, au contraire, ici, nombreux. Et là, le genre d'habitation qu'il a probablement vu, là, on en a des exemples, enfin, en photographie. Je vous en montre une ici. C'est pas vraiment des tipis. Hein? C'est des maisons en forme de dôme, comme ça, qui sont plus solides, couvertes aussi avec des écorces de bouleau, mais qui sont beaucoup plus stables. Alors là, c'est un peu ça qu'il suggère, mais au fond, il va un peu à mi-chemin. Au lieu de les faire vraiment comme des dômes, il les fait à moitié comme des tipis. En fait, il a l'impression qu'il faut qu'il sauve ce stéréotype-là important là, de la maison mobile, de la maison qui se déplace. En tout cas, ça vous donne un exemple un petit peu peut-être de ce qu'il a pu voir. Mais ce qui est important pour cette partie-là du voyage de Kane, c'est les contacts qu'il fait et la décision de poursuivre son voyage quand il pourra aller, là, quand il fera son deuxième départ, il va s'organiser pour être avec la Compagnie de la baie d'Hudson, d'avoir en particulier des lettres de recommandation de ce Simpson, hein, et il va être introduit à lui tranquillement, puis Simpson va s'intéresser un petit peu à sa carrière d'artiste, il va lui acheter éventuellement des tableaux. Alors donc, à un moment donné, il va être donc pris en protection par la Compagnie de la baie d'Hudson, et c'est grâce à ça qu'il va pouvoir se déplacer. Mais son premier voyage se termine. J'ai dit, enfin, il se promène donc sur le nord du lac Huron, et après, il descend vers le lac Michigan, et il se rend jusque dans la région de la rivière Fox, là, à Green Bay. Et là, il va faire aussi là, des portraits d'Indiens, comme ce bonhomme-là ici, un chef Ojibwe aussi, qui s'appelle, selon lui, là, Mani-Ho-Wabe. Et ça se traduirait le diable, celui qui est, peut-être c'était une espèce de surnom, le bon diable ou le mauvais diable. Et là, il est représenté avec ce qu'on appelle de l'orfèvrerie de traite. Vous savez, ces lunes qu'il a dans le cou, comme ça, les 4, c'est fait en argent. C'est des choses qu'on échangeait contre la fourrure. Et alors, il s'en décorait de ça. Vous remarquez aussi que la hache est une hache européenne. Et d'ailleurs, tout le costume du personnage, sauf les mocassins et peut-être ce qu'on appelle les mitas, c'est-à-dire cette espèce en anglais, ils disent leggings, là, ça veut dire donc les choses qui sont autour des jambières, là, si on veut. Tout le reste, c'est un costume. Bon, enfin, la chemise, tout ça, des costumes européens, au fond, des costumes d'origine européenne. Hein? Et là, l'air de rien, Kane signale en passant que une des tactiques des marchands de fourrure à l'époque, c'est de vendre de l'alcool aux Indiens. Hein? Alors, donc, ça aussi, c'est un phénomène d'assimilation important, c'est-à-dire que vous leur donnez un vice européen qu'ils n'avaient pas, et vous créez alors, à ce moment-là aussi, toutes sortes de conséquences épouvantables qu'on a encore aujourd'hui. Et là, il a l'air de manifester ça en passant. Autrement dit, cette façon de représenter ces gens-là, oui, pourquoi il mentionne l'alcool? Parce que celui-là est supposé d'aimer particulièrement la dive bouteille. Bon, pourquoi lui, pourquoi pas un autre, etc. En tout cas, mais disons, à son propos, il parle de ça. Hein? Et là, donc, vous avez donc encore une fois une espèce
ce qu'on ne représente pas, c'est la réalité vécue aujourd'hui par les Indiens. Hein? On représente leur original state, qui est faite d'une sélection, comme je vous disais, et par ailleurs, on n'a pas beaucoup de témoignages sur leur état actuel, tel qu'ils sont. Hein? Ça, c'est comme, vous vous rappelez, chez Krieghoff, j'avais dit, il y a un seul exemple de ça, un peu, c'est la petite madame qui est devant son atelier et qui vend des mocassins. Ça, c'était la réalité de l'époque. Hein? Mais tout de suite, on abandonne ça, puis on vous présente au contraire, chez Krieghoff, une espèce de vue très romantique de l'Indien, et chez Kane, au fond, cette image très construite, très faite à travers un filtre, évidemment, assez important, là. Il a fait aussi cette petite jeune fille ici, qu'il a appelée North Wind, hein, le vent du Nord. Et là aussi, alors toute couverte de ces bijoux de traite, là, vois-tu, ce qu'elle a sur elle, c'est toutes des choses, donc, obtenues par échange avec les Blancs, ça. Il y avait des orfèvres qui se spécialisaient là-dedans. Ils en faisaient des milliers. Et c'était comme une espèce de monnaie d'échange, si on veut, pour obtenir la fourrure. Au lieu de les payer en argent, on leur donnait ces décorations-là, qui étaient portées ensuite, plus ou moins, enfin, comme vous pouvez voir ici. Et là aussi, alors, dernier aspect un peu sensationnel pour Kane, il est témoin d'une chasse, ou plutôt d'une pêche au flambeau la nuit. Hein? Toujours dans la région de Fox River, c'est-à-dire donc, sur le lac Michigan, un petit peu plus au sud là, de ce qu'on avait vu jusqu'à présent. Et là, il parle de ça avec beaucoup d'excitation. Et ça aussi, je vous dis, c'est un des aspects sur lesquels on va toujours insister, le côté chasseur. Hein? Puisque, comme je vous disais, enfin, il y avait les trois stages, la sauvagerie, la barbarie et la civilisation. La chasse est associée à la sauvagerie. Hein? Alors, tout ce qui touche la pêche, la chasse, etc., ça, c'est des bons sujets. Ça, c'est des sujets qu'il faut représenter. Alors là, Kane, en plus, raconte que dans son enfance, il y avait des témoins d'une chasse analogue près de Toronto et que ça lui a rappelé des bons souvenirs d'enfance. Puis il nous refait tout ça. Il explique ça en détail, comment est-ce qu'il procède. Grâce au flambeau, évidemment, ils attirent le poisson et ils peuvent le voir aussi. Et donc, ils peuvent le harponner facilement. Et en plus, les gars font ça tout nus. Alors donc, ça a quelque chose d'un peu excitant pour un peintre. En tout cas, de toute façon, il a beaucoup aimé ce tableau. Alors après, donc, il revient à Toronto, puis là, il prépare son deuxième voyage, qui, lui, donc, comme je vous disais, va se passer en 1846 essentiellement, et qui va l'amener beaucoup plus loin. Hein? Alors là, donc, pris en charge par la compagnie de la baie d'Hudson, il part vers, disons, Edmonton, puis il va finir par Fort Vancouver, qui n'est pas vraiment Vancouver, là, comme aujourd'hui, puisque c'est dans l'Oregon, et il va finir à Fort Victoria. Alors ça correspond à la ville de Victoria d'aujourd'hui sur l'île de Vancouver. Et donc, il va parcourir, en somme, tout l'Ouest canadien, disons, de Winnipeg, Edmonton, en passant par l'Oregon, puis ensuite en revenant vers le nord jusqu'à l'île de Vancouver, puis ensuite il va revenir un peu par le même chemin, faisant du croquis tout le long, puis ensuite donc accumulant des documents, si on veut, avec lesquels il va faire ses tableaux. Et là, j'ai pensé que pour vous présenter ce deuxième voyage, d'insister sur deux épisodes. Hein. Un épisode qui se passe dans le Manitoba avec des métis. Alors ça, c'est intéressant parce que là, on pourrait dire qu'il y a affaire à des gens qui sont mi-blancs, mi-indiens, enfin avec les métis, et il va choisir de les représenter aussi dans l'original state, puisqu'il va apprendre, quand il va être à Fort Garry, là, donc avec ce qu'il a fait sur Winnipeg, si on veut, il va apprendre que les métis se préparent pour la chasse au bison. Hein? Donc, il va choisir dans leur vie la seule chose qui ne ressemble pas à leur vie d'une certaine façon de tous les jours, cette chasse extraordinaire, cette chasse au bison, dont on a vu une reconstruction extraordinaire aussi en film, je ne sais pas si vous avez vu de Dance with the Wolf, là, le film, dans lequel ils ont très magnifiquement reconstitué ça. Mais, alors, c'est un peu ça, avec toute l'excitation. Et là aussi, Kane est très, très excité par ça. Il a consacré plusieurs tableaux. Et l'autre épisode que je veux montrer, c'est vraiment ce qu'il a vu tout à fait dans l'ouest du Canada, avec les fameuses tribus là, du nord-ouest, où il a représenté un petit peu, de façon un peu fantaisiste, les choses, comme on va parler plus tard d'Emily Carr. J'ai pensé que c'était intéressant de voir un peu ce que Kane avait fait avec ce thème-là. Hein. Alors d'abord, donc, dans la région de Winnipeg.
Alors, vous avez un tableau qui représente, enfin un peu à la manière des topographes anglais, enfin des gens comme Paul Sadbey ou des gens en Angleterre, enfin, avaient créé un genre comme ça d'aquarelle quand vous représentez quelque chose. Vous mettez au premier plan des choses très, très détaillées, mais le sujet principal, en général, est plus loin. Et comme ici, en fait, ce qu'on voit, c'est la cathédrale de Saint-Boniface, avec l'évêché à côté, l'hôpital en fait, de Saint-Boniface. Et de l'autre côté de la rivière Rouge, vous avez de l'autre côté un espèce de moulin à vent, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, en fait, il est tout petit, qui est dans Fort Garry, c'est-à-dire l'endroit qui va devenir la ville de Winnipeg. Hein. D'ailleurs, à Winnipeg, on vous fait encore visiter Fort Garry, là, on a reconstitué ça plus ou moins, et on peut aller voir. Alors donc là, c'est l'endroit où il se trouve, et c'est là qu'il entend parler, évidemment, que les Métis se préparent pour leur chasse au bison. Alors là, il va faire toute une série de tableaux et de vues de cette chasse, à la fois donc basées sur des croquis, mais ensuite, enfin, reconstitués après coup. Alors donc, d'abord, le départ de tout ce monde-là avec des chevaux, etc. Puis là, il nous explique un peu les tactiques, en fait, comment, par exemple, il faut être... faut faire attention d'où le vent vient. Hein. Si le vent pousse votre odeur vers les bisons, ils vont savoir que vous en venez, donc ils vont disparaître. Et alors, donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, semble-t-il que les gens se préparent, enfin, ils portent même des balles dans leur bouche pour être capables de recharger leur fusil très rapidement. C'est une chasse qui se fait non pas avec des arcs et des flèches, mais déjà au fusil, hein, puisque c'est des métis en plus, alors ils sont armés. Et en fait, ce à quoi Kane assiste, c'est une de ses toutes dernières chasses au bison. Hein? Parce qu'avant, ça se faisait à l'arc et à la flèche. Et ce que Kathleen, lui, a représenté, fait un peu analogue, dans le plus au sud, parce que Kathleen était plus actif aux États-Unis comme tel, c'est des chasses au contraire à l'arc et à la flèche, alors qui sont plus anciennes, si on veut. Et Kane, au fond, assiste presque à la fin du phénomène. Hein? Parce que vous savez qu'on a décimé d'une façon épouvantable ces troupeaux de bisons. Enfin, c'est une tuerie incroyable. Dans la chasse auquel il va assister, ils vont en tuer 500 à quelques gens. Là, ils sont un petit groupe, là, vous les voyez. Là. Alors, ils vont réussir à en tuer 500 comme ça à coups de carabine, avec d'ailleurs l'avertissement, il dit, des vieux chefs, d'éviter de se tuer entre vous autres, parce qu'évidemment, les gars sont tellement excités qu'ils tirent un peu partout, puis des fois, ils tuent leurs propres amis, en fait, au cours de cette chasse-là. Alors, donc, il nous décrit tout ça. Et finalement, bon, on arrive à des représentations là, beaucoup plus proches. Alors, vous avez à gauche les bisons et à droite, enfin, le groupe des Métis, tout monté à cheval, qui les poursuivent. Et c'est une chasse qui se fait comme il dit, à close range, c'est-à-dire donc très, très proche, là, au milieu des troupeaux. Hein. Il va faire aussi même des reconstructions de cette chasse-là qui sont beaucoup trop élaborées pour avoir été fondées sur des croquis ou des choses comme ça. C'est vraiment comme fait complètement de mémoire. Et avec, là, ben, il peut se permettre de faire des contrastes, un chasse blanc, une chose. Et là, il va montrer ces tableaux-là à Simpson en particulier, et il va se faire critiquer par Simpson. J'ai noté ça quelque part ici, je vais essayer de lire ça. C'est assez amusant de voir comment Simpson trouve que ouais, c'est bien, mon cher Kane, mais tu aurais pu te forcer un peu plus. Enfin, essentiellement, ce qu'il lui dit, il dit In taking the sketch of the buffalo hunt, you were good enough to send me last year. You must have stood in the rear of the herd. Il dit Vous avez dû être un peu loin en arrière, tu sais. A side view would have given a better idea of the appearance of the animal. Ah oui, évidemment, si vous voyez un bison en arrière, l'image que vous allez obtenir n'est peut-être pas très, très convaincante. Alors, il dit, si vous aviez été plus proche, vous auriez pu nous présenter des side views. Et au fond, on a l'impression qu'il suit le conseil de Simpson. Là. Il va les multiplier, ces side views. Vous allez voir, à un moment donné, il va nous en mettre deux qui se battent comme ça, un contre l'autre. Il va faire un tableau avec cette histoire-là. Ils sont toujours en side view. En tout cas, il a compris que s'il veut le vendre à Simpson, il est mieux de suivre son avis. Parce que l'autre, il conclut son affaire en disant « It requires a little explanation to make a stranger understand that the mass of dark objects before him were intended either for buffalo or any other living animals. Hein, c'est pas un éloge très, très fort des succès de Kane. Hein. L'autre section... Alors donc, là aussi, je pense que c'est très typique comme choix, ça, cette idée de représenter donc la chasse plutôt que toute autre activité, y compris des métis.
c'est ce que j'appelais donc cette espèce de résidu de la culturation. L'autre thème qui va l'intéresser, évidemment, c'est l'Ouest. Parce que là, quand je vous disais, en fait, que dans sa perspective, la distance est comme le temps, est comme l'équivalent du temps. Plus vous allez loin, plus vous êtes proche de l'origine, et plus vous êtes avec des gens qui n'ont pas été touchés par la civilisation, enfin, soi-disant. Alors donc, la partie ouest de son voyage, d'extrême ouest, va être celle où il va être le plus enthousiaste, ou en tout cas, il va être certainement très, très intéressé. Et là, disons, on peut commencer par cette représentation, enfin, que je mets aussi en parallèle avec un croquis préparatoire, enfin, qui est très, très semblable, toujours sauf les personnages là, qui sont ajoutés après coup. Et aussi le mont Hood, ici, qui est en arrière, en fait, qui permet de situer un peu la scène. Alors, c'est des Indiens Spokane qui sont là vraiment dans l'ouest des États-Unis et enfin, là, ce qui est les États-Unis aujourd'hui, mais qui serait là, une partie du territoire contrôlé par la compagnie de baie d'Hudson, à la Hudson Bay Company. Là, ils sont dans l'Oregon. Enfin, tout ça leur appartient encore. C'est peu à peu que les compagnies de fourrure américaines vont rentrer sur ce territoire-là. Il va y avoir des négociations et finalement, la frontière va être tracée comme elle est aujourd'hui, mais elle n'est pas encore à l'époque. Hein. Et là, parmi les tout à fait près de la côte du Pacifique, il va rencontrer des personnages qui vont le fasciner. Et je vous montre ce tableau-là parce qu'il appartient ici au musée. Et donc, vous allez pouvoir voir la vraie chose, qui est une espèce de Madone, si on veut, à l'enfant, mais traitée à l'indienne. Alors, le titre, c'est Flathead Woman and Child, Cowichan. Alors, les Cowichan, évidemment, c'est des gens qui vivent sur la côte Pacifique, dans l'Oregon, plutôt au sud de ce qui serait le Canada aujourd'hui, et qui, semble-t-il, en fait, d'après ce qu'il nous montre ici, pratiquerait la déformation des crânes. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est l'enfant, avec cette espèce de petite palette là, qui est au-dessus de la tête, qui est en train de se faire transformer le crâne comme ça. Alors, évidemment, ça, c'est un aspect barbare, exotique, etc. Et c'est ce qu'on retient dans les images. Hein? C'est une chose, évidemment, que tous les médecins du temps vont tenter de décourager les mères indiennes de faire ça, en leur disant c'est dangereux, d'ailleurs, les enfants vont avoir des visions, je ne sais pas quoi. Apparemment, c'est quand on enlevait la petite palette que les enfants se mettaient à pleurer. Ça leur créait, au contraire, une espèce de sécurité, comme ça, je ne sais pas trop. Enfin, il semble que ça n'a aucune espèce de conséquence. Mais, et là, évidemment, les représentations, ils vont être un peu exagérées. Regardez un croquis préparatoire à ce dessin-là, fait par Kane. Et donc, il a demandé à cette femme-là de poser pour lui. Elle a eu de l'inquiétude à ce propos-là. Et ça, c'est intéressant parce que ça aussi, c'est un thème qui revient souvent chez les illustrateurs du temps, prétendant que les Indiens ne veulent pas se faire portraiturer parce qu'ils ont peur de perdre leur âme. Hein? Et ça, malgré tout mon respect pour, nos coréligionnaires, c'est une vieille idée occidentale, ça. Hein? Ça remonte à Pygmalion, ça, tu sais, le fameux sculpteur grec qui s'est devenu amoureux de sa statue, puis elle s'est transformée, devenue vivante. Et vous avez un livre absolument formidable, en fait, vous avez le temps de lire ça, c'est The Power of Image par David Friedberg, qui décrit ça, en fait, toutes ces croyances qu'on a eues en Occident sur les images parlantes, les images qui sont, au fond, des équivalents de la vie. Par exemple, au Moyen Âge, on avait beaucoup de gens qui croyaient que les statues miraculeuses leur parlaient. Saint Bernard, par exemple, est représenté comme ça. Il se promène dans le cloître, puis il est très déprimé. Et tout à coup, la statue de la Vierge lui dit « Salve Bernardus hein, », en bon latin. Ça veut dire « Salut Bernard ». Alors, il répond « Ave Maria, gratia plena ». Alors là, des choses de ce type-là, en fait, cette idée des images qui sont vivantes, hein, et donc qui pourraient remplacer les gens. Ça, c'est des idées qu'on a eues en Occident, enfin, pendant très, très longtemps, et qu'on a attribuées aussi aux Indiens. On dit, ils ont la même idée. Alors, nous, maintenant, au contraire, on sait qu'une image n'est qu'une représentation, mais au fond, c'est pas vrai. On a cru à ça très, très longtemps aussi. Hein. Alors, cette femme-là aurait donc manifesté des réticences à se faire portraiturer, et au fond, elle avait un peu raison, parce que quand Kane revient de son voyage, quand il se rend jusqu'au bout, puis ensuite il est sur le chemin du retour, il s'arrête dans le même village et il apprend qu'elle est décédée entre-temps. Et là, évidemment, tout le monde est pas très content de la chose. Ils le perçoivent un peu comme un mauvais sorcier qui a jeté un sort, etc. Et elle, je ne sais pas, elle avait peut-être pressenti que sa mort ou quelque chose comme ça en même temps. Et c'est pour ça, au fond, la vraie raison pour laquelle elle ne voulait pas se faire représenter, c'est plutôt ça. Hein? Et en tout cas, mais je vous signale ça parce que ça, c'est un de ces thèmes
qui revient continuellement dans les récits de ce temps-là. Kathleen raconte les mêmes choses aussi, que les gens, par exemple, se battaient. Des chefs seraient battus parce qu'ils auraient été représentés de profil. Hein? Et alors là, un des amis a dit, You are a half man. Hein? Puisque tu es de profil, tu n'es qu'un demi-homme. Alors là, la bataille avait pris. Bon, alors, tu sais, toujours cette idée qu'on leur attribue comme ça, qu'il n'y a pas de distinction entre l'image et la réalité, hein? Qu'on pourrait mêler les deux. Hein? Ça aussi, c'est des espèces de croyances qu'on leur propose. Et là, regardez aussi, enfin, un autre croquis préparatoire, enfin, où on voit où il n'aurait représenté que l'enfant. Et donc, ce qu'on voit ici est une combinaison des deux choses. Hein? Il a mis ça ensemble. Parce que, et avec peut-être, je pense, le modèle plus ou moins de la Madone, hein, avec l'enfant. Hein? Mais là, qui est fait de façon tellement barbare, si on veut, ou étrange, que là, on a cette image parfaite, en fait, ce qu'il cherche à faire. Hein? Et il a aussi, alors finalement, dans l'ouest du Canada, il a fait des peintures très, très ambitieuses, enfin, qui se veulent des reconstitutions historiques d'événements qu'il n'a pas vus et qui seraient une espèce de fameuse bataille entre deux groupes, deux nations. Là, tout à fait, alors, dans l'ouest, enfin, donc près de Fort Vancouver, alors avec toutes, tu sais, les bateaux qui arrivent, puis le fort qui brûle, etc. Enfin, là, il y en a mis, hein, on a l'impression. Et là aussi, on voit par les croquis préparatoires comment est-ce qu'il a construit son affaire. C'est-à-dire qu'il est parti, au fond, d'une scène ici, avec cette grosse construction ici. Évidemment, plus il va vers l'ouest, évidemment, plus on a affaire à des populations avec une culture très évoluée, hein, avec beaucoup de sculptures, des choses comme les totems, enfin, vous savez, tout ça. Alors là, il a vu donc, ces grandes maisons et il est représenté ici. Mais par contre, si vous regardez, par exemple, il y a une espèce de statue ici qu'on ne trouve pas dans le croquis. Hein? Alors ça a été ajouté après coup. On la voit ici. Hein, tu sais? Alors là, pris évidemment dans tout un autre contexte. Hein? Et là, si vous regardez, oh mon Dieu, c'est pas facile à voir ça, il y a une espèce de porte ici dans laquelle il s'est inspiré d'une autre sculpture qu'il a vue ailleurs pour ajouter ce détail ici qui est là. Enfin, il est difficile à voir. Et là, c'est vraiment fait de pièces et de morceaux comme ça, comme je vous disais. Donc, quand je parle de construction, vous voyez très concrètement comment ça se faisait. Et là, peu à peu, il a reconstruit. En fait, pour lui, là, ça serait vraiment son rôle d'historien, en fait, de faire une image d'une bataille célèbre qui serait passée dans le passé, qu'il n'a pas vue, mais dont il aurait entendu parler, enfin, on ne sait pas trop comment d'ailleurs, mais, et qu'il aurait voulu représenter comme ça. Enfin, ça, c'est une des grands tableaux, si on veut, élaborés, très élaborés, qu'il a fait dans l'ouest du Canada complètement. Hein? L'autre aussi, en fait, qui est très célèbre, c'est cette danse, encore là, qu'il appelle une espèce de danse indienne, Medicine Mask Dance, hein? Qui représente, d'ailleurs, on reconnaît un petit peu des costumes là, de l'Ouest canadien, comme par exemple ces fameuses couvertures chez le Cat là, qui sont ici. Là. Et les masques, évidemment, sont aussi très typés. Hein? Mais voyez, regardez comment ça a été fait, ça, cette affaire-là. Il est parti d'une collection de masques hein, qui devait être probablement même, peut-être même en vente quelque part. Hein? Et là, si vous regardez comme il faut, vous allez voir, les trois qui sont ici, on les retrouve tels quels, un peu. Hein? Tu vois? Par contre, celui-là, il est ici. Tu vois? Donc, c'est vraiment, il a pris des aspects comme ça. Il est parti, au fond, il n'a probablement pas vu la danse en question parce que ces danses-là ne se font pas dehors, d'abord. Ils se font dans les maisons. Hein? Première chose. Ensuite, ils ne se font pas nus comme ça. Hein? Ils sont au contraire habillés comme le personnage central ici, avec des grands manteaux, qui a des franges comme ça, puis ici, ils font des effets avec ces franges-là. C'est d'ailleurs tout à fait impressionnant comme danse. Et ça se fait à l'intérieur des maisons, ces cérémonies-là, en particulier soit liées au potlatch ou à d'autres choses. Ça ne se fait pas dehors comme ça. Alors, j'ai l'impression qu'il est parti uniquement d'une collection de masques et il a reconstitué les corps. Puis il les a mis dans un décor extérieur, parce que là aussi, les montrer dans une maison trop bien faite, ça ne marche pas. Hein, c'est pas ce qu'il faut. Il faut les monter comme des sauvages, et donc les réduire comme ça. Et aussi de
donner de l'importance à un aspect qui ne correspond pas beaucoup à nos cultures, le fait d'avoir des masques, le fait d'avoir des... Parce que nous autres, les masques, évidemment, on les a juste au Mardi Gras, un peu, dans nos cultures, là, puis les curés nous les font enlever vite, hein. On n'est pas supposé se promener avec ça trop longtemps, c'est juste pour la veille du carême, puis s'exciter un peu, puis après ça, revenez au votre mercredi décembre, commencer votre bonne vie, hein. Alors donc, les masques, ou alors aussi toute la condamnation du théâtre, hein, qu'on a aussi en Occident, par exemple, vous savez comment Molière a eu de la misère avec ça, etc. Alors, toute cette idée de personnages masqués qui dansent, etc., des hommes aussi, tout ça, c'est vu un peu comme, encore là, un aspect, hein, qu'on essaye auquel on demande aux Indiens de renoncer s'ils veulent s'assimiler. Hein? Si vous voulez garder ça, vous ne serez pas comme nous. Vous allez... Alors donc, et là, l'image récupère toujours ces aspects-là. Hein? C'est je pense, l'idée principale que je voulais que vous reteniez de cette façon de Kane. Et au fond, on pourrait dire que Kane est beaucoup plus typique dans son approche de l'Indien que ce que Krieghoff avait suggéré. Hein? On va retrouver cette façon de voir les choses, enfin, aussi chez Catlin ou chez d'autres, Bodmer, en fait, tous les gens qui ont représenté les Indiens. Et le problème que j'avais en terminant, je m'étais demandé, est-ce qu'on peut dire qu'Émilie Carr aussi, qui les a représentés beaucoup, appartient à cette même mentalité-là. Et je vais essayer de vous démontrer que non. Hein? C'est qu'elle, justement, elle coupe avec ça, et c'est ça qui fait son originalité. Enfin, je fais un peu d'annonce pour les prochaines rencontres. Alors, merci beaucoup.